Bienvenue dans La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef. Ce mois-ci, je pars à la rencontre de Martin Junot, chef propriétaire du restaurant Pastaga. Ensemble, on a parlé de son enfance en banlieue de Montréal, du courage de sa mère monoparentale et de ses quelques souvenirs culinaires marquants. Je me rappelle la première fois que j'ai mangé un cœur d'artichaut. J'étais là et j'étais comme, c'est quoi ça? Je savais même pas comment on mangeait l'artichaut. Mais les autres, ils mangeaient pas le cœur de l'artichaut, ils mangeaient les feuilles. Là, c'était une perte de temps incroyable. Là, pour peu de plaisir, là, au final, j'avais pas tant de fun que ça. T'sais. Martin est aujourd'hui un chef reconnu au Québec, mais le destin aurait pu en décider autrement. En effet, sa passion pour la bande dessinée aurait pu devenir une carrière, mais a pris un tournant plutôt inattendu à cause d'une prof. En face de tout le monde, on avait calé que finalement, c'est pas ceux qu'on pense qui ont le plus de talent qui sont les meilleurs. Puis j'étais comme, pourquoi j'ai à vivre ça? Ça m'a pas intéressé pantoute. Je faisais ça parce que j'aimais ça. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait comme, je reviendrai pas dans ce cours-là, c'est sûr et certain. Je dois vous avouer que j'avais une petite appréhension avant de rencontrer Martin, qui est très habitué à l'exercice de l'interview. D'autant plus que pour l'avoir souvent vu à la télé, j'avais l'impression de déjà le connaître. Mais finalement, en préparant cette émission et en lisant quelques articles sur lui, je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose. Je sais pas du tout en fait à quoi m'attendre parce que figure-toi que je trouve que les gens te posent toujours un peu les mêmes questions. Ah ben oui, mais ça. T'as toujours le restaurant qui est toujours un peu comme une espèce de barrière, là. Mais en même temps ça t'arrange peut-être bien, justement que tu t'exprimes par la bouffe. Ben non, mais c'est pour ça, là, nous autres, c'est quand les médias s'intéressent à nous pour notre expertise, tu sais. Si on était des vétérinaires, ils nous parleraient des soins des animaux, sans crise, de l'humain qui est derrière, puis de ses goûts, puis de ses envies, puis de son histoire, tu sais. C'est bien correct, là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai jamais recherché cette espèce d'intérêt médiatique-là. J'ai jamais eu envie de faire ça, puis je le fais parce que ça vient avec... Moi, j'en ai cherché un verre d'eau, par contre. Ça vient avec la game, effectivement, puis cette visibilité-là, c'est ça pourquoi je travaille, moi, tu sais. Ouais. Toujours aller en chercher, puis toujours en avoir. D'où est-ce que tu viens? Je suis né à Montréal. Ah, t'es un pur Montréalais? Ouais, mais après ça... Dans quel quartier? À Saint-Léonard. OK. Donc, dans le nord-est de la ville. Puis après ça, ma mère infirmière a déménagé donc, à Lachenay, donc sur la rive nord, sur la couronne nord, près de Terrebonne. Et puis donc, quand tu as 10 ans, 12 ans, tu suis tes parents, évidemment. Fait que moi, j'ai passé toute mon adolescence, donc toute mon école secondaire, je l'ai faite en banlieue. Ça fait quoi de vivre en banlieue quand t'es enfant? C'était résidentiel à fond, là. Fait que, tu sais, moi, mon voisin immédiat, c'était rapidement devenu mon meilleur ami. Puis, après ça, tu rencontres d'autres mondes. Puis, tu finis par créer des petits clans. Mais, tu sais, tout le monde habite à 3 minutes de vélo l'un de l'autre, là. Puis, OK, donc t'avais une petite gang d'époque, d'enfance. Ben oui, comme tout le monde. Puis, t'étais donc fils unique? Non, j'ai une sœur. Ah, OK. Donc, vous étiez deux, ta mère? Avec ma mère, principalement, qui a divorcé de mon père quand moi, j'étais très jeune, j'avais 5-6 ans. Fait que ma mère, elle a réussi à nous élever toute seule, avec son salaire d'infirmière. Tu sais, ma mère, elle m'a jamais fait sentir qu'on avait de la difficulté financièrement, mais là, maintenant, on en parle, puis elle dit qu'elle a vraiment... Elle te révèle les secrets un peu, des choses que tu ne réalisais pas quand tu es enfant? Ben, je pense qu'elle a juste bien joué ses cartes. T'sais. Effectivement, elle n'a pas joué la carte de la pitié, puis d'espèce de se plaindre de se complaindre dans l'état où on était. Fait que nous, on avait une belle qualité de vie, mais là, avec le recul, elle me l'a dit, elle a eu de la misère là, à arrondir les fins de mois. Là, c'était pas super facile. Puis ben, moi, je l'ai jamais senti, fait que merci à elle, tu sais. Ça ressemblait à quoi un peu les repas familiaux justement avec ta sœur? C'est ma mère qui cuisinait tout le temps, puis je pense qu'elle cuisinait bien, tu sais. À l'époque, là, j'avais l'impression que tout était bon. Je sais que au final, on mangeait souvent les mêmes choses, tu sais. C'était très répétitif, mais tu sais, moi, je viens d'une famille de classe moyenne. De culture québécoise, donc nord-américaine. Et puis, ben, tu sais, on mangeait ce que les gens mangent de façon générale ici au Québec. Fait que, tu sais, des pâtés chinois, des grosses lasagnes, tu sais, on faisait des hot chicken des fois. Tu sais, c'est toujours un peu nord-américain / québécois classique. Parce que ta mère n'avait pas d'autre origine non plus, elle était montréalaise aussi. Ouais. Fait que finalement, c'était très centré. Il n'y avait pas de région là-dedans, il n'y avait pas de spécialité régionale. Non, mais c'est ça. Moi, quand je parle de la tourtière, admettons, tu sais, il y a toujours l'espèce d'histoire des gens du Lac-Saint-Jean qui disent que la tourtière de Montréal, c'est pas la tourtière. Moi, je suis désolé, mais la tourtière,
ma famille, elle a fait comme ça, puis c'est une tarte à la viande, comme eux autres ils disent. Puis donc, cette tourtière-là est formidable. Tu sais, ça, c'était ma grand-mère qui la faisait, puis tu sais, j'ai pas été entouré de très grands talents culinaires. J'ai pas été entouré de quelqu'un qui comme m'a vraiment inspiré dans ma famille à devenir cuisinier. Tu sais. Ouais. Tu te souviens du premier truc que tu as mangé? Est-ce que c'était au sein de ta famille où tu te dis « Ah, c'est vraiment bon ça » ou c'était tout le temps du quotidien comme tu disais? Tu sais, je me rappelle la première fois que j'ai mangé un cœur d'artichaut. Tu sais, c'était une fille que je fréquentais, genre 18 ans. Ouais. C'était une famille, c'était des Juifs marocains qui avaient habité en France puis qui avaient immigré au Québec. Puis donc, j'étais là puis j'étais comme, c'est quoi ça? Je savais même pas comment on mangeait l'artichaut. Mais les autres, ils mangeaient pas le cœur de l'artichaut, ils mangeaient les feuilles, là, tu sais. C'était une perte de temps incroyable, là, tu sais, pour peu de plaisir. Là, au final, j'avais pas tant de fun que ça, tu sais. Ça t'a marqué. Pourquoi ça t'a marqué? Parce que c'était tellement, genre, hors de ton quotidien? Bien, parce que moi, les cœurs d'artichaut, ils venaient dans un pot, et puis voilà, en canne, des marinades, et puis, tu sais, j'étais pas fou de ça, mais, tu sais, j'en mangeais. Mais ça, cette fois-là, c'est la première fois que j'avais un choc culturel culinaire. C'est intéressant. Vraiment. Mais tu sais, moi, après ça, c'est pas ma façon préférée de les cuisiner, c'est les artichauts. Tu sais, je préfère tourner des artichauts puis me concentrer sur la chair, la pulpe de l'artichaut. C'est que finalement, tu passes une enfance plutôt cardiogramme plat. C'est un mouvement, là, comme au neutre. Non, mais oui, on s'alimentait, tu sais, puis il y a des moments où on mangeait mieux que d'autres. Tu sais, dans le temps des fêtes, il y avait tout ce qu'il y a de typique québécois. Là, ma grand-mère, elle faisait un gâteau roulé, une bûche de Noël qui était super bonne. Ouais. Elle faisait des ragoûts de pâtes et des ragoûts de pâtes de cochon qui étaient super bons. Il n'y avait pas de... Il y avait rien de médiocre. Il n'y avait pas des plats préparés. Ma mère n'était pas pour... Parce que je sais qu'il y en a, là, il n'y a pas tant de fast-food dans ma famille. Il n'y avait pas tant de... des espèces de boîtes de repas, des Hamburger Helper, par exemple, ou des Kraft Dinner, il n'y avait pas tant de choses comme ça. Mm-hmm. Tout était fait, tout était cuisiné, mais tout était cuisiné de façon moyenne. Et il y avait des trucs que tu n'aimais pas du tout? Moi, dans ma famille, moi, j'aimais pas les brocolis, mais je me suis rendu compte que ma mère, elle cuisinait mal les brocolis, c'était des brocolis bruns, tout mous, J'aime quand c'est croquant, quand c'est bien... s'ils sont blanchis, juste un peu blanchis, puis rôtis, je trouve ça malade, Mes filles capotent sur le brocoli, Mais il s'agit juste de bien cuisiner, puis c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que ce que j'aimais pas, c'est que c'était pas super bien apprêté, Ouais. Des oignons, au lieu d'être bien sautés, bien dorés, ils étaient bouillis, tout mous, Fait que c'est sûr que j'aimais pas les oignons, C'est souvent des histoires comme ça qu'on traumatise un enfant sur un plat s'il est mal réalisé. Mais tu vois, ma mère, elle, son cauchemar, c'était de se faire forcer à manger du foie. Puis même dès son plus jeune âge, j'étais comme, moi, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais jamais transmettre ça à mes enfants. Je vais pas les forcer à manger des choses qu'ils n'ont pas envie de manger, dont le foie, entre autres, Ouais. Puis moi, le foie, j'ai découvert par moi-même, puis j'adore. Maintenant, je vais au resto, puis souvent, quand il y a un beau pavé de foie, là, le foie de veau, c'est ça que je vais prendre, parce que j'aime ça, puis je l'ai découvert par moi-même. L'intérêt pour la cuisine est arrivé assez tard dans la vie de Martin, et c'est d'une façon assez surprenante qu'il va la découvrir. Mais avant ça, c'est une autre passion qui habite ce jeune adolescent de Saint-Léonard. Qu'est-ce qui me passionne quand je suis enfant? Moi, je suis passionné de bande dessinée quand je suis enfant. J'ai grandi là-dedans, puis je capote là-dessus dès mon plus jeune âge. À 12 ans, je faisais des magazines pour mes amis. J'étais comme un peu la personne qui dessinait, puis qui était un peu pas l'idole, là, parce que j'étais pas un immense talent, mais j'avais comme juste assez d'imaginaire pour être capable de développer un monde qui était intéressant pour les gens qui me côtoient. Puis j'ai grandi avec les Gaston, les Spirou, les Tintins, puis après ça, plus que le temps passe, plus que je me mets à découvrir des trucs, des bandes dessinées franco-belges. Franco-belge, Astérix. Voilà, Astérix, j'ai adoré ça, évidemment, tout ce qui est Lucky Luke. Mais j'ai compris rapidement que, qui sont les moteurs de ces séries-là, le scénariste, quand Goscinny meurt, Lucky Luke et puis Astérix, ils sont morts un peu aussi. OK, t'es conscient qu'il y a des gens derrière qui font ça. Ben oui, puis assez rapidement, là, moi, j'ai un blanc de mémoire, c'est pas Franck, c'était quoi son nom? C'est Franquin. Franquin, c'est ça. Lui, c'était formidable, là, puis Gaston m'a fait découvrir tous les Spirou, mais après ça, m'a amené dans ses idées noires, c'est vraiment le fun, là. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Je sais pas, pour moi, c'était la littérature qui était intéressante parce qu'il y avait le dessin, il y avait l'histoire. Mais après ça, moi, je faisais mes propres trucs, là.
Même des fois, je nous mettais en scène. Je faisais des bandes dessinées de nous, là, notre gang d'amis. Puis les gens, ils tripaient. Il y avait vraiment ça, se découvrir par le regard extérieur de quelqu'un. Mais là, c'est hyper naïf. Là, c'est entre 12 et 16 et 15 ans, mettons. Là, c'est là que je faisais la bande dessinée. Puis après ça, j'ai découvert les femmes. Et puis après ça, j'ai découvert la cuisine. Fait que la bande dessinée a pris le bord. La cuisine arrive en 3e position après les femmes. Ah ben là, non mais chronologiquement, la cuisine est venue par hasard en fait. Ouais. Autant je savais ce que j'aimais quand j'étais jeune que autant je m'attendais pas. Je suis pas quelqu'un à 12 ans qui travaillait à la plonge dans une cuisine puis qui savait qu'il voulait être cuisinier. Mm-hmm. Moi j'ai travaillé, ma mère est infirmière et puis moi mes jobs d'étudiant elle m'a fait rentrer à l'hôpital, fait que j'étais en entretien ménager. Après l'entretien ménager, s'il n'y a plus de job, tu vas aller travailler dans une cuisine. Fait que moi j'ai travaillé à la plonge dans une cuisine d'hôpital. Puis là j'étais conscient de ce qui se passait autour, que c'était la job qui était complètement en bas de l'échelle, puis c'était bien correct, c'était super bien rémunéré, c'était un job d'étudiant. Ouais. Je trouvais que dans un hôpital, c'est un microclimat, puis c'est toujours les mêmes humains. Tout le monde était à une énergie pas super positive, en fait. Je sais pas pourquoi, là. Je sentais personne particulièrement heureux. Les seuls qui avaient l'air de s'amuser, c'est les cuisiniers. Dans cette cuisine-là d'hôpital, j'étais comme « c'est vraiment cool, ça ». Fait que ça m'a amené à faire mon cours de cuisine. J'ai été cuisinier dans un hôpital tout le long de ma formation en cuisine. Puis, je faisais 18 $ de l'heure à 19 ans. Puis, j'ai jamais autant fait de cash par la suite, en fait. Pareil, on n'est pas dans de la très haute gastronomie non plus. On parle pas de gastronomie, on parle de cuisine. En anglais, il y a chef puis cook. Chef, ça veut pas dire que tu es une chef de cuisine, ça veut dire que ta carrière, c'est d'être en cuisine. Cook, tu peux être cook chez Mike's, tu peux être cook au Tim Hortons, tu peux être cook n'importe où. Fait que moi, cuisinier, je sais qu'il y a plusieurs façons de gagner sa vie. Puis, je trouve que cette carrière-là peut être très intéressante pour des gens qui n'ont pas nécessairement des capacités immenses au niveau des études. Il n'y a pas tout le monde qui a des facilités d'apprendre ou de vouloir apprendre. Fait que, en cuisine, je pense qu'il y a moyen de faire une super belle carrière sans nécessairement passer par la gastronomie. Mmh. Avant l'âge de tes 20 ans, quand tu commences à faire comprendre à ta famille, donc à ta mère, ta sœur, que tu veux te diriger dans cette voie-là, c'est quoi leur réaction? Je pense que ma mère était juste contente que j'aie envie de faire quelque chose parce qu'elle voyait bien que j'ai fait des cours en art plastique à la sortie du secondaire, puisque moi... Parce que tu te dessinais? Parce que j'aimais ça aussi. Je me suis fait un peu casser par la professeure. Je me souviens, là, au cégep, à Lionel Groux, elle avait, en face de tout le monde, était comme, après plusieurs exercices, je pense qu'elle m'avait quand même identifié comme étant quelqu'un qui avait un minimum de talent, mais je pense qu'elle voulait me choquer pour me fouetter puis me faire performer un peu plus. Elle m'avait, en face de tout le monde, elle avait calé que finalement, c'est pas ceux qu'on pense qu'il y a le plus de talent qui sont les meilleurs. Puis j'étais comme, pourquoi moi je me fais. Ouais, pourquoi j'ai à vivre ça? Ça m'a pas intéressé pantoute. Je faisais ça parce que j'aimais ça. Puis elle m'a enlevé envie de continuer mes études là-dedans. Mais je sais que peut-être c'est juste... Moi, maintenant, je le fais avec des cuisiniers, je le fais, je les choque, man, je les brasse, puis je m'attends à plus d'eux, fait que j'essaie d'aller les chercher puis les réveiller avec un électrochoc. Puis c'est peut-être ça qu'elle a essayé de faire, mais avec moi, à ce moment-là, je me suis comme senti humilié, puis moi, j'ai toujours été quelqu'un de timide, j'ai jamais vraiment voulu avoir toute l'attention sur moi, fait qu'à ce moment-là, j'ai fait comme, je reviendrai pas dans ce cours-là, c'est sûr et certain. C'est fou, par exemple, ça veut dire que tu as complètement enfoui cette partie-là, artistique, dessin, de toi. Est-ce qu'il y a des réminiscences dans ce que tu fais, dans tes compositions, quand tu dresses une assiette, dans la salle? C'est sûr que... Puis là, à l'époque où je suis maintenant, là, au Pastaga, il y a eu quand même ça fait 7 ans le Pastaga, mais j'ai eu la montée de lait pendant 7 ans. Puis à ce moment-là, je considère que le dessin, où ce que ça m'amenait, l'espèce de facteur visuel, au final, quand tu fais une assiette, là, tu travailles sur la composition du plat. Moi, il y avait beaucoup plus de recherche à ce moment-là. J'essayais de faire des clins d'œil, des références, des liens avec la culture populaire gastronomique que les gens pourraient comprendre. Fait que je travaillais autant le visuel que le gustatif. Puis, je pense qu'à ce moment-là, l'espèce de créativité que ça t'amène, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que un a été remplacé par l'autre. J'avais plus tant besoin de dessiner puisque le visuel était là, puis je le créais de cette façon-là à l'époque de la montée. Ouais. Après la montée, ça a été très difficile. Là où je suis rendu maintenant, je suis bien plus dans une approche bien plus conviviale, bien plus simple, puis c'est complètement autre chose. Ouais, moins radical?
Oui, mais ça, c'est très bien amené. Là. Effectivement, j'avais très peu de lâcher prise. Là, fait que c'est ça qui se passe, c'est quand tu demandes une cuisson, par exemple, au restaurant, là, tu demandes saignant. Mais ton saignant, il va rentrer dans un certain nombre de degrés. Donc, entre tel et tel, il y a l'espace, bien là, au milieu, c'est saignant. Mais moi, plus que le temps passe, plus que mon espace d'acceptation de ce qui se passe autour de moi s'agrandit. Alors qu'avant, c'était comme, si c'est pas de cette façon-là, si c'est pas précis exactement à ce degré-là, bien, ça passe pas. T'sais. Maintenant, je suis conscient que si j'étais aussi exigeant, j'aurais aucun employé avec moi. D'où ça vient, cette exigence? Ça venait de ta jeunesse? Tous les cuisiniers ou tous les chefs, ont tous des mentors ou tous des personnes précises qui les ont marqués. Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai pas juste un. J'en ai pas un non plus. Je suis pas capable de dire c'est grâce à lui que je fais de la cuisine ou c'est lui qui m'a montré comment faire. Il y en a plusieurs qui m'ont montré comment faire, puis moi, je suis allé chercher le meilleur de ceux-là, j'ai l'impression. Puis en même temps, j'ai consulté, puis on m'a parlé d'angoisse de performance aussi, fait que ça nous amène ailleurs. Là. Tant que tu es comme ça, tu es prisonnier de cette espèce de ces exigences-là que tu te crées toi-même. Là. Je trouve ça intéressant parce que tu t'en es tellement pris plein la gueule par rapport à l'art plastique que quand tu t'es mis à fond sur l'axe cuisine, tu t'es pas dit justement genre je vais ultra performer puis je serai pas justement la personne qu'on va rabaisser? C'est peut-être ça. C'est peut-être une espèce de... Peut-être que l'électrochoc a fonctionné, mais finalement qui s'est transféré ailleurs. Mais tu sais, j'avais de l'énergie, je me suis donné. Tu sais, j'ai jamais calculé mes heures. Puis pour les gens pour qui je travaillais, je m'ouvrais les veines et puis j'allais à la guerre avec eux, là. Puis, je pense que ça a été payant au final. Je pense que c'est ça qui m'a amené là, parce que je ne considère pas que je suis un immense talent culinaire. Je pense que je suis juste assez rigoureux, assez de vision, assez de goût, puis assez de volonté pour être capable de performer. Je pense que je suis moyen partout. Je suis ni un hyper grand technicien, je suis peut-être plus émotif, mais justement, l'émotivité, ça prend pas. Si tu l'as pas, moi j'ai essayé avec des cuisiniers, là, juste place ta tomate, laisse la tomate se placer toute seule dans l'assiette au final. Là, si tu forces trop, ça va être placé, ça va être comme, ça sera pas beau. C'est naturel, c'est de la bouffe, c'est vivant. Puis je pense que je suis juste assez, j'ai eu cet équilibre-là qui m'a aidé en fait au final. C'est une question que je pose souvent. Si tu avais cette possibilité de passer un message à l'enfant que tu étais pour lui faire gagner du temps, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, va pas en cuisine. Va pas en cuisine? Ouais. Continue d'essayer de pousser avec le dessin. Oui, les filles, je dirais. Ces filles-là, finalement. Non, mais... Tu lui dirais pas forcément d'aller en cuisine, alors? Non. Je pourrais parler à mon jeune moi, ou je pourrais le dire à mes filles, mais je leur souhaite pas ça, parce que je sais à quel point c'est difficile, je sais par quoi je suis passé, Il n'y a que des belles histoires, mais après la montée de lait, ça s'est fini en cul de poisson, là. J'ai vécu... gros bordel, un gouffre financier. Là. J'ai réussi à m'en sortir sans vivre la faillite, mais ça a été très difficile pour ma couleur de mes pigments de cheveux, par exemple, qui sont devenus... ils ont perdu tout leur noir. Je veux dire, j'ai vécu beaucoup de stress. Et puis, je recommande ça à personne, là, incluant mon jeune moi. Mm-hmm. Fait que peut-être dans une vie parallèle, il y a Martin Junot qui est édité par La Pastèque et qui sort des BD? Peut-être que c'est lui qui peut-être que sa propre maison d'édition, on ne sait pas, là. Peut-être que c'est un demi-dieu dans un univers parallèle. Dans chaque épisode de La Bouche Pleine, le chef invité doit cuisiner un plat qui a marqué son enfance. La proposition de Martin ne va pas vraiment vous surprendre si vous avez bien écouté la première partie de l'émission. Mais Martin reste un chef créatif. Il a donc voulu pimper cette recette à sa façon. Je t'ai parlé des plats de culture moyenne de ma mère. Et puis, il y a un plat, puis j'ai fait un sondage avec plusieurs de mes compatriotes québécois, à savoir c'était quoi leur vision de ça, ou s'ils connaissaient ça. Ouais. Et puis, c'est le macaroni chinois. Ah! T'es-tu content? Je suis vraiment impressionné avec ce concept parce qu'on explore vraiment des classiques. C'était bon, c'est salé, tous les enfants, puis je veux dire, mes filles, tu leur sers le meilleur repas du monde ou un mac and cheese bien moyen, puis ils vont préférer le mac and cheese, les pâtes ont quelque chose de très fort pour les enfants, puis ça, de toutes les générations, puis je pense que j'en faisais partie, C'est drôle de rire de nous-mêmes, cette espèce d'autodérision, de dire, crème, on n'a tellement pas de culture que pour nous, le terme
macaroni chinois, là, c'est tellement asiatique, tu sais, mais finalement, tu sais, c'est de la sauce soya avec des nouilles. On va en cuisine pour aller voir ça? Mais là, moi, tout est prêt. J'ai haché la viande, je l'ai faite avec du bison. J'avais des oignons, je les ai fait caraméliser. Puis là, on l'a pimpé dans le sens où Alex est en train de faire une purée d'oignons caramélisés. Puis là, ben, pour lier le tout, on a rajouté une purée d'oignons, puis ça donne vraiment un résultat le fun. T'as-tu envie de goûter? Tu vas-tu goûter? Moi, je veux le prendre en photo, le goûter. Prendre en photo, parfait. Comme je t'ai dit, tout est prêt déjà de toute façon. Fait que là, on va vraiment chauffer ça, puis on va réchauffer les pâtes là-dedans. Puis au lieu d'utiliser du macaroni, on avait des beaux penne. Fait que le choix de la pâte, là, ce qui est important, c'est d'avoir, je pense, des pâtes courtes. Mais regarde, je le verse à la plotée, là, c'est pas un gros dressage. Là. Je vais t'avouer que c'est la première fois que je fais un macaroni chinois, en fait. Plein de coriandre. Là, tes enfants diraient clairement il y a trop de verre. Hein. Mes enfants, ils aiment ça, le vert. Moi, enfant, peut-être que... Puis là, mes enfants, c'est là qu'ils décrochent. C'est trop piquant. Donc, j'ai terminé avec des pousses de choux, un peu de cresson, puis plein de coriandre avec de la sriracha. Tada! Est-ce que tu as encore un peu d'appétit pour goûter ça avec moi? Non, mais toi, vas-y. Moi, j'ai mangé déjà mon gros bol tantôt. Putain, je vais même pas t'avoir la bouche pleine. C'est quoi le rapport de faire un podcast qui s'appelle La Bouche Pleine si je peux pas t'avoir en bouche pleine? Fait que là, c'est sûr que l'idée, voilà, c'est de mélanger, puis... Bon, hey, je te dis pas comment manger un macaroni chinois, là. Mais tu sais, c'est toujours très salé. Il faut faire attention de ne pas rajouter trop de sel non plus, parce que à la base, c'est plein de sauce soya. Mais là, c'est au bison aussi. On a joué avec des thèmes... tu sais, puis c'est une viande hyper maigre. Ouais. Donc, tu sais, oignon caramélisé, cette viande hachée-là, avec la purée d'oignon, ça vient rajouter de la texture. Merci énormément à Martin Junot pour son temps et sa confiance pour ce 3e épisode de La Bouche Pleine. Merci aussi à Gabriel Sykes pour la connexion. Identité sonore par Clément Leduc et Gabriel Gagnon. Identité visuelle de Tirsa. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de La Bouche Pleine. Ce podcast est encore jeune, alors n'hésitez pas à donner vos commentaires constructifs sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple ou Google Podcast, et surtout d'en parler autour de vous. Merci 1000 fois pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef.